Merci de choisir la 7 pour vous informer. Au sommaire de cette édition politique, le gouvernement togolais, réuni en Conseil des ministres à Lomé ce jeudi 8 février, a fixé par décret la date des élections législatives et régionales au samedi 13 avril 2024. Les détails dans ce journal. Aussi, dans le cadre de l'obtention du baccalauréat international, les apprenants du programme Diplôme 2 de l'École internationale Arc-en-Ciel de Lomé ont présenté leur mémoire ce vendredi. Nous y reviendrons. Au-delà de nos frontières au Sénégal, un rassemblement organisé à Dakar pour protester contre la décision du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles prévues initialement le 25 février a été immédiatement dispersé par les forces de l'ordre. D'autres précisions dans un instant. Puis, ces objets royaux pillés il y a 150 ans par les forces coloniales britanniques dans l'ancien royaume Ashanti du Ghana et conservés par un musée américain ont été restitués et présentés au royaume ce jeudi. On y revient. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Tout est désormais précis sur les prochaines élections législatives et régionales. Elles seront couplées et auront finalement lieu le 13 avril 2024. Le Conseil des ministres y a apporté les détails ce jeudi. Le récit de Kofi Klege. En Conseil des ministres jeudi, le gouvernement a pris des décrets fixant les contours des prochaines élections législatives et régionales. Ces décrets vont de la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire à la date des élections, en passant par les cautions et le vote par anticipation des forces armées. Les Togolais sont appelés aux urnes le 13 avril 2024. Les élections législatives et régionales de cette année seront couplées et les circonscriptions électorales sont portées à 39 pour l'élection de 113 députés et de 179 conseillers régionaux. Pour les candidats à ces élections, la caution est fixée à 500 000 francs pour les législatives et à 200 000 francs pour les régionales. Quant aux candidates, elles s'acquitteront de la moitié de ces montants. Dans le compte de ces élections, la campagne électorale doit s'ouvrir à la date du 28 mars à 0 heure sur toute l'étendue du territoire national. Elle sera close le 11 avril à 23h59, précise le Conseil des ministres. Par ailleurs, le Conseil des ministres a aussi pris un décret portant création d'une force spéciale pour la sécurisation du processus électoral. La population togolaise est appelée aux urnes le 13 avril prochain. Cependant, les forces armées doivent passer aux urnes le 10 avril. Un vote par anticipation décrété en Conseil des ministres. Reportage. Le prochain rendez-vous dans les urnes pour la population togolaise est officiellement connu de tous. Réuni jeudi dernier en Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, un décret a été pris par le Conseil. Le dit décret fixe les prochaines élections législatives et régionales au 13 avril prochain pour la population togolaise. Il stipule également la priorité des forces de défense et de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve dans ce processus de vote. Pour les dites élections, les forces de défense et de sécurité, les forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle passeront aux urnes 72 heures avant la population, c'est-à-dire le 10 avril. Cette mesure, mise en place par le gouvernement, a pour but d'assurer la sécurité et la paix lors des élections qui se tiendront officiellement le 13 avril prochain. D'après la Commission électorale nationale indépendante, ils seront plus de 4,2 millions de votants qui vont élire les prochains députés dont le nombre est passé de 91 à 113 et les premiers conseillers régionaux. Après plus d'une année de recherche intense sur différents thèmes, les apprenants du programme Diplôme 2 de baccalauréat de l'École internationale Arc-en-Ciel de Lomé ont présenté leur mémoire ce vendredi. Cette présentation se situe dans le cadre de l'obtention du baccalauréat international. Le récit de Bernard Canvi avec les images de Nina Pedra. Dans le cadre de l'obtention de leur diplôme du baccalauréat international, les apprenants de l'école internationale Arc-en-Ciel de Lomé, niveau DP2, ont réalisé des travaux de recherche sur plusieurs thèmes. Il s'agit en effet de la présentation du mémoire après 1 an et demi de recherche. Pour les sujets en histoire, on a des élèves qui travaillent sur la deuxième guerre du Congo, plus proche de nous, sur le rôle du CUT dans le processus de l'indépendance togolaise.
Et puis, on a des mémoires aussi en langue et littérature, comme vous avez pu voir ce matin. Et puis dans l'autre salle, on a des mémoires en biologie, en physique, en économie, en gestion. Donc vous voyez, les sujets sont très variés et sont souvent en lien avec l'actualité. Certains candidats se prononcent sur leur sujet présenté. Le sujet parle du conflit du Sahara occidental, l'aide que l'Algérie a pu apporter au Front Polisario, Front de libération populaire du Sahara occidental, donc du peuple sahraoui. Donc en fait, je veux présenter comment l'Algérie a apporté une aide efficace au niveau diplomatique et militaire pour la proclamation de la République démocratique sahraoui. Outre la politique, d'autres matières du programme ont fait l'objet de recherches. Mon sujet, c'était par rapport à la caractérisation de Severus Snape, comment il était caractérisé dans le premier livre et aussi comment il a été caractérisé dans le dernier livre. Comme ça, je pourrais voir à quel moment ça a été comparé et aussi à quel moment il y avait des comparaisons similaires. Mon mémoire porte sur la politique fiscale au Togo. Étant donné que je suis passionné d'économie et des interventions du gouvernement dans un pays et que je suis au Togo depuis, j'ai aimé étudier l'impact des politiques fiscales sur la croissance économique au Togo. C'est l'innovation et la stratégie de prix d'Apple. Parce qu'en fait, Apple est une entreprise qui est vraiment emblématique de notre génération et une entreprise que j'affectionne beaucoup puisque je fais partie des clients et j'ai remarqué que leurs prix sont quand même assez élevés. Donc je me suis demandé pourquoi leurs prix sont aussi élevés et qu'est-ce qui peut justifier leur prix. J'ai fait mon mémoire en gestion et j'ai travaillé sur l'entreprise Shein et c'est le niveau de responsabilité de son mode de production. Ils sont au total 25 étudiants à défendre devant un jury en quelques minutes chacun le travail élaboré pendant plusieurs mois. On est très fiers qu'ils aient réussi avec succès cette étape, donc qui compte pour l'obtention du baccalauréat international. Donc l'examen en lui-même a lieu en mai, fin avril, début mai. Et donc cette composante obligatoire validera l'obtention du baccalauréat international. L'école internationale Arc-en-Ciel de Lomé offre des programmes à renommée mondiale du baccalauréat international BI. Ces programmes, combinés avec le propre accent de l'école d'une approche rigoureuse de la conduite morale, assurent une éducation de qualité bien menée. 57 milliards de francs CFA, c'est le budget qui sera alloué à l'accès universel à l'énergie au Togo en 2024. L'objectif est de poursuivre les chantiers déjà en cours, de faciliter l'accès à l'électricité pour tous les ménages et attendre l'électrification pour tous d'ici 2030. Au Togo, la quête de l'accès universel à l'énergie s'intensifie avec un investissement significatif de 57 milliards de francs CFA prévu pour cette année. Cette somme représente 98% du budget annuel alloué au ministère délégué chargé de l'énergie et des mines. Ce financement substantiel sera déployé pour consolider les projets déjà en cours. Parmi eux, l'initiative CISO, le programme d'électrification de 317 localités et de Fontinga visant à faciliter l'accès à l'électricité pour les foyers. Une part significative de cette enveloppe sera également allouée à l'extension de la centrale solaire de Blita et au lancement des travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Sokodé. Il est essentiel de souligner que cette initiative s'inscrit dans la vision ambitieuse du Togo qui vise à parvenir à l'électrification pour tous d'ici 2030. Ces actions démontrent la détermination du pays à améliorer l'accès à l'énergie, contribuant ainsi au bien-être de sa population et à la réalisation des objectifs de développement durable. Au-delà de nos frontières, cet objet royal pillé il y a 150 ans par les forces coloniales britanniques dans l'ancien royaume Ashanti du Ghana et conservé par un musée américain ont été restitués et présentés au royaume ce jeudi. Ce rapatriement que le peuple Ashanti considère comme le retour de son âme marque le 150e anniversaire du sac de la ville d'Ashanti par les forces coloniales britanniques en 1874. Suivons plus tôt. Cet objet royal pillé il y a 150 ans par les forces coloniales britanniques dans l'ancien royaume Ashanti du Ghana et conservé par un musée américain ont été restitués jeudi au royaume de ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est la dernière restitution en date d'une série d'objets précieux volés qui ont été rapatriés dans plusieurs pays africains.
Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer les actes de l'homme blanc qui est venu à Ashanti-Man pour le piller et le détruire. Pillé au Ghana, colonisé au 19e siècle avant d'être transféré au musée Fowler de l'Université de Californie à Los Angeles dans les années 1960, des objets comprenaient un fouet en forme de queue d'éléphant, une chaise ornementale en bois, cuir et fer, 2 ornements de tabouret en or, un collier en or et 2 bracelets. Les musées aiment mettre en lumière la beauté. Au musée Fowler, nous n'aurons plus ces merveilleuses pièces en exposition. Nous sommes honorés de votre offre de faire fabriquer des répliques pour nous permettre de raconter une meilleure histoire à nos visiteurs. Après des décennies de résistance de la part des gouvernements et des musées européens et occidentaux, les efforts déployés par les pays africains pour rapatrier les objets volés portent leurs fruits, puisque de plus en plus de pièces précieuses sont restituées. Les militants affirment cependant que des milliers d'autres sont toujours hors de portée. J'ai entendu parler des artefacts par nos ancêtres et nos pères. Ils nous ont parlé des artefacts et depuis qu'ils nous en ont parlé, quand j'étais enfant, j'ai eu la vision qu'un jour nous pourrions récupérer tous ces artefacts pour notre nation Ashanti. Ces artefacts, considérés comme des symboles de prestige et de révérence pour le souverain Ashanti, sont restitués de manière inconditionnelle et permanente. Puis toute autre actualité au Sénégal où un rassemblement a été organisé à Dakar pour protester contre la décision du président Macky Sall de reporter les élections présidentielles prévues initialement le 25 février a été immédiatement dispersé par les forces de l'ordre. Ce report a ouvert une crise politique dont le pays et plongé le Sénégal dans une période d'incertitude. Les manifestants expriment leur mécontentement face à cette situation et dénoncent un coup d'État constitutionnel reporté. Au Sénégal, un rassemblement organisé ce vendredi à Dakar a été immédiatement dispersé par les forces de l'ordre. Les manifestants étaient venus protester contre la décision du président Macky Sall d'annuler les élections présidentielles. Le report du scrutin initialement prévu le 25 février a ouvert une grave crise politique au Sénégal et a plongé le pays dans une période d'incertitude. Macky Sall, ça suffit. Personne n'a jamais touché à la Constitution. Pourquoi l'as-tu fait? Personne n'y a jamais touché. Pour l'amour de Dieu, rends-nous notre mandat. Trop, c'est trop. Nous voulons la paix. Nous en avons marre. Nous ne voulons pas de violence. Quitte notre mandat. La journée a également été marquée par la mort d'un étudiant lors de manifestations à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, a rapporté l'AFP. Des rassemblements dans plusieurs autres villes du pays ont été signalés au cours de ce qui a été considéré comme une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Manifester pour défendre notre démocratie. Nous avons appelé à une manifestation pacifique et pour cela, je pense que normalement, l'État ne devrait pas réagir de cette manière. Le report de la présidentielle sénégalaise de 10 mois a soulevé une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. L'Union européenne a annoncé un financement de 210 millions d'euros pour aider la Mauritanie à lutter contre les passeurs et à empêcher les bateaux de migrants à partir pour la dangereuse traversée de l'Atlantique de l'Afrique de l'Ouest pour l'Europe. Les détails. Confronté à une pression migratoire, le président Mohamed Ould El Ghazouani a réaffirmé jeudi l'engagement de la Mauritanie dans la lutte contre l'immigration irrégulière, appuyé par un financement de 210 millions d'euros de l'Union européenne. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, j'ai réaffirmé l'engagement de la Mauritanie à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Comme vous le savez, la Mauritanie paie un lourd tribut autant à la prise en charge des flux migratoires induits par la situation sécuritaire aussi délicate que sensible dans la sous-région qu'à la lutte contre l'immigration irrégulière dans laquelle nous nous sommes résolument engagés en partenariat avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. Souvent considérée comme un pays de transit, la Mauritanie est en train de devenir un pays de destination.
De son côté, la présidente de la Commission européenne a aussi dévoilé un appui budgétaire dédié à la sécurité mauritanienne à hauteur de 22 millions d'euros. Nous renforçons également notre partenariat dans le domaine de la sécurité. La situation dans le Sahel est très précaire et la Mauritanie joue un rôle primordial pour la stabilité dans la région. C'est pourquoi nous augmentons notre soutien pour la sécurité avec plus de 22 millions d'euros additionnels, ce qui fait 40 millions en tout cette année. Cela va notamment financer l'équipement d'un nouveau bataillon mauritanien pour lutter contre le terrorisme et sécuriser la frontière orientale avec le Mali. En plus des fonds pour la migration et la sécurité, Ursula von der Leyen a également dévoilé des projets de financement pour l'hydrogène vert en Mauritanie. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Türk exprime sa profonde préoccupation face à la destruction généralisée des infrastructures civiles par les forces de défense israéliennes à Gaza. Les précisions. Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a exprimé jeudi sa profonde préoccupation face à la destruction généralisée des infrastructures civiles par l'armée israélienne à Gaza. Türk a rappelé aux autorités israéliennes que l'article 53 de la 4e Convention de Genève interdit la destruction par la puissance occupante de biens appartenant à des particuliers. Les forces de défense israéliennes seraient en train de détruire tous les bâtiments de la bande de Gaza, situés à moins d'1 kilomètre de la barrière entre Israël et Gaza, nettoyant ainsi la zone dans le but de créer une zone tampon, et ce à des fins de sécurité générale qui ne semblent pas être compatibles avec les rares exceptions liées aux opérations militaires énoncées dans le droit international humanitaire. La destruction massive de biens non justifiés par des nécessités militaires et effectuée illégalement et sans motif constitue une grave violation de la 4e Convention de Genève et un crime de guerre. L'ONU a déclaré que des démolitions avaient également eu lieu à Beit Hanoun, au nord de l'enclave, à Choujaïeh, dans la ville de Gaza, et dans le camp de Nusayrat, au centre. Des démolitions avaient également été signalées dans d'autres régions, avec des informations faisant état de la destruction de nombreux bâtiments résidentiels à Khan Younes. Des milliers d'Haïtiens ont manifesté à Port-au-Prince pour protester contre le gouvernement et son appel à l'aide étrangère face à l'insécurité, la crise humanitaire et une épidémie naissante du choléra. Les manifestants réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry. Reportage. La capitale haïtienne, Port-au-Prince, porte les stigmates de 3 jours de manifestations acharnées, marquées par des douilles de balles et des traces de sang, témoignant de la violence qui a éclaté dans la communauté de La Boule mercredi dernier. Les manifestants réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry. S'exprimant publiquement jeudi, le Premier ministre a appelé au calme. Je pense que le moment est venu pour nous tous de nous mettre d'accord pour sauver Haïti. Tout bon vrai pour nous sauver Haïti. Ces troubles surviennent dans un contexte de violence croissante liée aux gangs et de détérioration de la situation économique, accentuant les défis déjà graves auxquels est confronté le pays. Alors qu'Haïti attendait le déploiement de policiers kenyans soutenus par l'ONU pour renforcer la sécurité, une décision de justice au Kenya a bloqué cette initiative. Pays Kenya a accepté mission. En ce qui concerne le Kenya, je tiens à rassurer tout le monde, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que la mission des forces de sécurité kenyanes soutenues par l'ONU arrive aussi vite que possible. Pour mission ça venir rapidement. Malgré l'ouverture de certains commerces et marchés, les stations-service et les banques demeurent fermées alors que les habitants tentent de reprendre leurs activités quotidiennes. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur l'Assiette, la télé plus proche de vous.